Vas-y. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir dans les locaux de la CCI ici à Pékin et en ligne pour ceux qui sont connectés pour cette nouvelle conférence organisée en collaboration avec la Société d'histoire des Français en Chine. Je tiens tout particulièrement à remercier David Morisot, qui est le président de la Société d'histoire et qui est aussi membre élu du bureau de la CCI France-Chine à Shanghai. Ce soir, notre intervenante Fleur Chabai Wang, qui est maître de conférence à l'Université des langues étrangères de Beijing, nous présentera des éléments d'histoire et du patrimoine de Tianjin. Chère Fleur, je vous remercie chaleureusement au nom de la CCI France-Chine. David, je te donne la parole pour quelques mots sur la Société d'histoire. Merci à tous. Merci, merci Morgane, merci beaucoup. Merci à la Chambre de commerce, aux équipes de la Chambre de commerce qui font beaucoup. Donc Caroline, la directrice, sur tout le territoire, mais bon, ce soir Morgane en particulier à Pékin. Avec Walter dans le sud, on a aussi potentiellement quelques petits plans historiques. Donc on vous tiendra au courant sur ces sujets-là. Donc oui, je suis David Morisot, président de la Société d'histoire. Je suis également membre élu de la Chambre de commerce. Petite parenthèse sur la Chambre. Donc on est un organisme privé, pas financé par des fonds publics, et ce qui est relativement peu sûr. Mais voilà, on est aussi là pour servir la communauté. Vous avez dû probablement suivre les conférences qui ont été organisées avec les interventions de l'ambassadeur pendant les mois où ça a été compliqué à Shanghai, et puis dernièrement les charters qui ont été affrétés en liaison avec les services de l'ambassade. Donc voilà. Et ce soir, en réalité, c'est aussi un événement qui montre que la Chambre de commerce, c'est pas simplement du business bête et méchant, mais aussi un peu de culture, et qu'on est ouvert à toute la communauté. Donc pour ça, on remercie la Chambre de commerce, parce que c'est un très bel organisme et une très belle chambre qu'il faut préserver. Donc, si vous n'êtes pas adhérent, adhérez. Voilà, revenons à nos sujets historiques. Je voulais, comme c'est notre première en fait conférence cette année, parce que comme vous savez, les années pour nous vont de septembre au mois de juin. Je voulais, pour ceux qui nous connaissent et pour ceux qui nous connaissent pas, et pour ceux qui nous connaissent déjà, faire une petite intro rapide sur qui nous sommes. Donc, on est une association loi 1901 avec une centaine de membres. Ça, c'était les chiffres du premier semestre. Malheureusement, on doit être un petit peu plus bas en ce moment. Dont notre but, c'est vraiment de faire partager cette histoire de la France en Chine, des Français en Chine, qui est une histoire riche et fascinante. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on organise des conférences de façon mensuelle avec l'extraordinaire Michel qui va intervenir après moi, avec des sujets qui sont tous plus fascinants les uns que les autres. On publie aussi, on essaye d'avoir un rythme qui est hebdomadaire, donc avec des publications sur notre compte WeChat. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte WeChat. On a aussi un groupe WeChat où on partage pas mal de choses. Voilà, on vient de faire un article très intéressant sur un ancien cimetière à Pékin qui est très recherché, très bien fait, etc. Qui part d'un article qui a été fait par un passionné, pas quelqu'un dont c'est la profession. Voilà, on essaye de aussi creuser les sujets qui sont pas. Enfin, on a souvent cette image d'être très shanghaïen, mais voilà, on a aussi publié récemment le premier article sur Zhanjiang, qui est donc le fameux Fort Bayard, la colonie française du sud de la Chine qui devait faire concurrence à Hong Kong, un sujet complètement oublié. Donc là, on est en relation avec des chercheurs chinois et on va essayer de faire parler de ce sujet-là qui a été oublié. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire. On est en train de monter un site internet. On avait aussi des visites. Donc comme certains d'entre vous le savent, mon coprésident Nicolas, malheureusement, est rentré en France cet été. Mais ça ne nous empêche pas qu'on va essayer de revisiter le format des visites guidées qu'on a organisées. On va essayer d'ouvrir des lieux qui sont souvent fermés à Shanghai et essayer de les ouvrir. Idéalement, on voudrait aussi faire la même chose à Pékin.
Voilà. Et puis, on est aussi une société historique, on fait des recherches également. Michel vous en parlera à l'issue de la conférence. On a un club recherche qui se réunit régulièrement, qui est ouvert, encore une fois, à tous les membres, à tous les passionnés. Il ne faut pas avoir une thèse en histoire pour participer à la société d'histoire. C'est vraiment un lieu de passionnés, de curieux. On est là pour vulgariser la connaissance, pour parler en fait de ce magnifique pays, de cette magnifique histoire qu'on a en commun avec la Chine. Donc, l'association loi 1901, ça veut dire que formellement, on a aussi des assemblées générales qui permettent de valider un comité directeur, un bureau, qui se réunit. Enfin, cette assemblée générale, elle a lieu une fois par an. Elle valide en fait les comptes, elle valide le nouveau bureau. Normalement, elle a lieu au mois de juin. On l'avait fait il y a un peu plus d'un an au Peace Hotel, dans le magnifique Peace Hotel qui est à Shanghai sur le Bund. On avait fait ça il y a un an. L'année dernière, donc on aurait dû le faire au mois de juin là, 2022. Malheureusement, les conditions étant ce qu'elles ont été, on a dû reporter l'événement. Mais je vous annonce en exclusivité en fait que notre nouveau consul à Shanghai nous a donné son accord, son soutien pour qu'on organise l'Assemblée générale à la Villa Basset, donc à la résidence de France, le mois prochain. Donc il reste encore des petites choses à définir, mais on l'organisera dans un cadre conférence. Il y aura quelques animations, mais dans le cadre juste qui est formidable de la Villa Basset à Shanghai. Donc événement, bien évidemment, Assemblée générale, événement limité aux membres. Voilà, donc pour ce qui est du bureau de l'association, n'oubliez pas que nous sommes bénévoles. Moi-même, je suis professionnel. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a besoin de gens qui ont du temps. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir une thèse en histoire pour nous rejoindre. Donc, rejoignez-nous avec Michel, Christophe. Valentin qui tient les comptes. Voilà, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Et on est, encore une fois, ce qu'on est que grâce à vous, grâce aux membres, grâce aux bénévoles, grâce aux mécènes qui font vivre la société d'histoire. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre. Voilà. Je ne vais pas être plus long, j'ai déjà été un petit peu long. Je voulais remercier Fleur, parce que voilà, qui est quelqu'un qui est extrêmement compétente sur le sujet dont on va parler ce soir. Je vais laisser Michel faire l'introduction. Mais voilà, quand on parle de Tianjin, j'avais personne d'autre en tête que Fleur pour faire cette conférence ce soir. Donc merci beaucoup Fleur. Voilà, je suis très très heureux qu'on commence cette nouvelle année avec une conférence sur Tianjin et avec toi. Merci beaucoup. Voilà, je suis pas plus long. Michel, je te laisse la parole. Merci. Merci, David. Bon, effectivement, David l'a dit, nous sommes tous très heureux de vous revoir autour de nous ce soir pour la première conférence de notre saison. Et comme David l'a dit aussi, on est particulièrement content d'avoir Fleur Chapaïwang à nos côtés. Bien entendu, on salue tous les gens qui nous ont rejoints ce soir pour écouter cette conférence. Alors, je crois que les gens qui sont en ligne sont plus nombreux ce soir que ceux qui sont à Pékin. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisqu'il y a aussi des gens de Pékin, et David l'a dit, donc je suis Michel Chapdelaine et je suis en charge de l'organisation des conférences depuis maintenant 2 ans. Voilà, et je suis assez, je suis assez contente des sujets qu'on a pu proposer, qui sont divers et variés et toujours très intéressants. Alors, le sujet de ce soir, Fleur, Tianjin, vestiges et témoignages d'une histoire singulière. Alors, il y a 100 ans, Tianjin offrait le tableau d'une ville cosmopolite et complexe. Les concessions qui étaient accordées à l'Occident grandissaient à l'image des villes occidentales. Pour autant, ces concessions ont laissé leur empreinte insolite dans la cité chinoise d'aujourd'hui. Et c'est sur ce sujet, Fleur, que vous allez nous parler de Tianjin et de son histoire. Alors Fleur, on a, je le répète, le privilège de vous recevoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université des langues étrangères de Pékin. Vous enseignez le français et aussi vous donnez des cours sur les relations franco-chinoises. Vous êtes docteur en histoire et vous êtes spécialiste de la Chine urbaine au 19e et au 20e siècle. Vos recherches ont porté
porter sur l'histoire des concessions étrangères, notamment celle de Tianjin, que vous connaissez bien puisque vous y avez habité, mais vous vous confiez, et aussi Shanghai et Hankou. Hankou, c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Wuhan aujourd'hui. Fleur, je vous laisse la parole. Très bien. À vous. Merci beaucoup de cette présentation, Michel. Bonsoir à tous. Déjà, je voudrais... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parlez peut-être bien près du micro. D'accord. Je voudrais remercier la Société d'histoire des Français de Chine et la CCI de me donner l'occasion de présenter aujourd'hui une ville qui me passionne effectivement et à laquelle j'ai consacré une bonne partie de mes recherches de doctorat. Je vous remercie aussi, chers participants, d'être venus aujourd'hui pour assister à cette conférence sur Tianjin, d'autant plus sur Tianjin parce que c'est une ville qui est moins connue, en tout cas moins connue que Pékin, qui l'a souvent éclipsé, et que Shanghai aussi, parce que quand on pense à l'histoire des concessions étrangères, on pense tout de suite à Shanghai, on pense beaucoup moins à Tianjin. Hein. Pourtant, Tianjin, l'histoire de Tianjin, elle est étroitement liée à la présence étrangère au 19e et au 20e siècle. L'une des spécificités de cette ville, c'est que c'est le port ouvert qui a accueilli le plus grand nombre de concessions étrangères. Et il y avait une présence française qui était aussi assez importante. Alors, un peu moins qu'à Shanghai, hein, parce que la concession française de Tianjin était la deuxième, on peut dire, après celle de Shanghai, en termes de population, d'importance, de superficie. Hein. Mais en tout cas, cette cohabitation entre de multiples nationalités a donné à cette ville de Tianjin une architecture totalement unique, totalement atypique, dont il nous reste quelques vestiges, quelques témoignages, d'où le titre de cette conférence aujourd'hui. Tu veux qu'on partage comment se partage? Oui. La présentation. On ne partage pas en vrai. Alors, est-ce que je peux passer à la slide suivante? Oui. Oui, très bien. Alors, c'est pourquoi cette conférence d'aujourd'hui vise à présenter donc les caractéristiques de ce patrimoine, présenter aussi le contexte, hein, les événements dans lesquels s'inscrit ce patrimoine et essayer aussi de présenter quelques personnages dont les noms restent associés à ces lieux évoqués. Alors, on commencera brièvement par donner quelques points de repère historiques, retracer les grandes étapes de la ville. Et ensuite, on s'intéressera à quelques lieux emblématiques des anciennes concessions britanniques et françaises, puisque ce sont les concessions qui ont été les mieux préservées. Hein. Bon, alors évidemment, ce ne sera pas une présentation exhaustive, puisqu'il y a plus d'1 millier de constructions héritées de cette époque, mais on essaiera de s'arrêter sur les lieux les plus importants. On parlera notamment du quartier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du quartier des 5 avenues, en chinois Wudadao, hein, qui est devenu le quartier touristique par excellence de la ville de Tianjin. Alors, avant de nous intéresser à ces éléments du patrimoine, je pense que ce serait d'abord utile de rappeler brièvement l'histoire de la ville, puisque évidemment l'histoire de Tianjin n'a pas commencé avec les guerres de l'opium, avec les concessions étrangères. Donc, ça nous permettra de mieux situer la ville d'un point de vue stratégique, géographique et économique. Alors la ville de Tianjin, contrairement à d'autres villes chinoises, c'est une ville qui n'a pas une histoire très ancienne. Hein, contrairement à Pékin, contrairement à Xi'an, Hangzhou, elle n'a pas une histoire très ancienne, mais
du fait de son positionnement géographique, puisque Tianjin est situé à environ 130 km au sud de Pékin, elle constitue une porte d'entrée à la fois terrestre et maritime vers la capitale. Alors historiquement, elle avait deux principales fonctions. D'abord, une fonction militaire, puisque dès la dynastie des Song, on a installé des fortifications dans la ville pour pouvoir protéger la ville et la région des invasions du Nord. Et puis, c'est surtout sous la dynastie des Ming que cette fonction militaire va être renforcée, notamment sous l'impulsion de l'empereur Yongle. Alors, Yongle, c'est l'empereur qui a transféré, donc c'est le troisième empereur des Ming, c'est celui qui a transféré la capitale à Pékin et qui a entrepris notamment la construction de la fameuse cité interdite. Et il est intéressant pour nous parce que c'est celui qui a baptisé la ville Tianjin. Avant, la ville de Tianjin s'appelait Zhegu, et il a baptisé cette ville Tianjin en 1404. Alors pourquoi? Parce que c'est en référence à un épisode historique quelques années plus tôt. Il était en guerre contre son neveu, qui était alors empereur, et il a traversé un fleuve de la ville avec ses troupes pour ensuite remporter la victoire contre son neveu. Donc en souvenir de cet épisode, il a appelé la ville Tianjin, qui signifie le fils du ciel, donc l'empereur traverse Agé. C'est un événement qui est souvent considéré comme un événement fondateur de la ville de Tianjin, mais en réalité, l'histoire de Tianjin n'avait pas commencé en 1404 parce que la ville avait déjà une fonction commerciale qui était très importante. En fait, la ville de Tianjin, son histoire, elle est étroitement liée à un fleuve qui s'appelle le fleuve Raihe, qui est le principal fleuve qui la traverse. Et elle est liée également à l'histoire du Grand Canal. Alors, peut-être qu'ici, vous ne pouvez pas bien apercevoir distinctement les différentes villes, mais on peut voir le tracé de ce Grand Canal de la ville de Hangzhou jusqu'à Pékin. Donc, le Grand Canal qui a été construit à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, au départ, il a été construit surtout à des fins militaires. Le but, c'était de pouvoir transporter des troupes du sud jusqu'au nord de la ville. Et puis, il a ensuite eu une fonction commerciale à partir de la dynastie des Sui. Sous cette dynastie, le Grand Canal s'est aussi étendu. Il a connecté d'autres fleuves, et notamment le fleuve qui nous intéresse, le fleuve Raihe, donc le fleuve de Tianjin. À partir de ce moment-là, Tianjin s'est trouvée sur le tracé de ce grand canal, et donc elle a commencé à avoir un développement commercial très important avec le transport de marchandises comme les céréales, la soie, etc. Une autre activité importante qui caractérise vraiment l'histoire de Tianjin, c'est le sel, le stockage et la production du sel. Alors c'est une activité qui était présente déjà sous la dynastie des Tang. Je l'ai écrit ici, sous la dynastie des Tang. Et puis elle s'est développée surtout sous la dynastie des Qin, puisque à cette époque-là, on a commencé à étendre le système des licences gouvernementales, c'est-à-dire que en fait, c'est le gouvernement qui octroyait des licences à certains marchands qui étaient triés sur le volet pour la vente du sel. Pourquoi est-ce que le gouvernement agissait ainsi? Parce que ça lui permettait de contrôler la vente du sel, ça lui permettait aussi d'imposer des taxes. Et de ce fait, on a vu dans la ville apparaître une nouvelle élite à la fois économique, sociale, qui étaient donc ces marchands de sel qui avaient le monopole de la vente du sel. Et puis on va voir, du fait de cette fonction commerciale de la ville, on va avoir un certain nombre de bureaux
des bureaux d'administration, des bureaux gouvernementaux qui vont s'installer à Tianjin pour pouvoir contrôler notamment ces activités commerciales. Alors, on évoquait à l'instant le Grand Canal, les embarcations qui transportaient des céréales, de la soie. Ces embarcations, elles transportaient aussi des produits étrangers, notamment l'opium. L'opium qui va être acheminé par Tianjin. Tianjin va devenir le point central du transport de l'opium dans le nord de la Chine. Et bon, cette question de l'opium va devenir évidemment explosive avec les deux guerres que vous connaissez, les deux guerres de l'opium. Alors, durant la seconde guerre de l'opium, on va surtout citer cette guerre, on ne va pas s'étendre sur les guerres de l'opium, sinon on en a pour plus d'une heure. Durant la seconde guerre de l'opium, Tianjin a été l'un des théâtres majeurs, l'un des théâtres d'opérations militaires, puisqu'il y a eu plusieurs batailles entre les troupes chinoises et les troupes britanniques et françaises au niveau des forts de Taagou. Les forts de Taagou sont situés dans le sud-est de la ville, donc à peu près 60 km au sud-est du centre-ville. Il y a eu plusieurs batailles donc entre 1858 et 1860. La guerre s'achève finalement avec la Convention de Pékin en octobre 1860 et cette convention prévoit notamment donc l'ouverture de 11 nouveaux ports, dont le port qui nous intéresse aujourd'hui, Tianjin, au commerce occidental. Alors c'est dans ce contexte que sont implantées dans la ville les premières concessions étrangères. Alors le premier pays à implanter une concession étrangère est le Royaume-Uni, qui va implanter une concession dès le mois de novembre 1860. Alors au départ, c'est sur une petite surface, vous voyez, c'est la partie qui apparaît ici en violet. La concession originelle, elle fait environ 31 hectares. Puis les Français, donc juste au nord, vous voyez la partie en turquoise, les Français, l'année suivante, donc en mai 1861, ils implantent une concession un petit peu plus petite qui fait à peu près 24 hectares. Et la troisième concession est la concession américaine. Bon, la concession américaine ne va pas être vraiment exploitée par les Américains. Elle va être laissée à l'abandon et finalement, elle va être incorporée dans la concession britannique en 1902. Alors, comme vous le voyez sur cette carte, les concessions, elles sont situées au sud de la ville. Vous voyez, la ville est au nord. C'est le rectangle qui apparaît au nord, la vieille ville chinoise. Elles sont situées au sud de la ville, mais elles sont situées au bord du fleuve dans une zone qui est très marécageuse, qui n'est pas forcément facile à mettre en valeur. Et puis, les Français, ils se trouvent d'emblée désavantagés par rapport aux Britanniques. Parce que, comme vous pouvez le voir, les Britanniques, en fait, se réservent le meilleur emplacement, c'est-à-dire un endroit où l'inclinaison du fleuve est la moins forte. Vous voyez que la concession française, donc la partie turquoise, je vous rappelle, elle est dans une boucle. Elle est dans une boucle, ce qui fait que ce n'est pas très propice à la circulation maritime et évidemment aux échanges commerciaux. Donc d'emblée, la concession française se trouve dans une situation portuaire défavorable. La plupart des compagnies maritimes vont s'installer dans la concession britannique et la concession britannique va avoir un port qui aura une croissance beaucoup plus forte que celui de la concession française. Les décennies suivantes vont être marquées par ce qu'on peut qualifier de phase expansionniste des puissances étrangères, alors notamment après deux événements. D'abord, après la guerre de 1894-1895, qui s'achève par la défaite chinoise face au Japon, donc en 1895. Et puis, deuxième événement, c'est la révolte des Boxers, qui va
entraîner la création de nouvelles concessions. Donc là, vous voyez tout d'un coup l'implantation de nombreuses concessions avec la concession. Alors, je ne sais pas si je peux montrer. Non. Bon. Vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la légende, mais au sud de la concession britannique, vous avez la concession allemande qui est créée en 1895. Ensuite, la concession japonaise qui est juste au sud de la ville chinoise, de la vieille ville chinoise, elle qui est créée en 1898. Et puis, de l'autre côté du fleuve, sur l'autre rive du Rhine, vous avez d'autres concessions qui sont créées. La concession russe, donc ça c'est après la révolte des Boxers, la concession russe, la concession belge, la concession italienne et la concession austro-hongroise. Donc c'est pour ça que Tianjin devient le port ouvert qui abrite le plus de concessions étrangères. Alors, parmi les différentes concessions, on l'a dit, la première concession à être établie est la concession britannique. C'est également la concession qui va avoir le développement le plus florissant, qui possède aussi des constructions dont l'architecture est particulièrement avant-gardiste par rapport aux autres concessions. C'est la concession qui va être mise en valeur le plus tôt, donc à partir de 1863. Mais c'est surtout à partir des années 1870-1880 que cette concession britannique va se développer sous l'impulsion d'un personnage clé, qui est vraiment la figure majeure de Tianjin, qui est Gustav von Detring, qui est d'origine allemande. Alors, il va prendre plus tard la nationalité britannique. Il s'est installé assez tôt dans la ville, à l'âge de 22 ans. Et il a d'abord travaillé comme un simple employé au service des douanes maritimes. Il va connaître une carrière, une ascension fulgurante, puisqu'il devient commissaire des douanes. Il va occuper ce poste pendant 22 ans, plus de 20 ans. Et en même temps, il est aussi le président du conseil municipal britannique pendant 13 ans. Et c'est le personnage qui a vraiment marqué de son empreinte l'histoire de la concession britannique, qui peut être considéré comme le grand bâtisseur. Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir cette influence majeure dans la ville? C'est en grande partie grâce à la relation d'amitié qui le liait à Li Hongzhang. Li Hongzhang qui était à l'époque le gouverneur du Zheji. Donc la région du Zheji, c'était une grande région qui incluait le Hebei, Tianjin et Pékin. Donc Li Hongzhang avait énormément de pouvoir et une certaine indépendance, et il a notamment employé, on peut dire, Detring, notamment dans le domaine diplomatique. Detring a participé à de nombreuses négociations, que ce soit des traités, des accords commerciaux ou des traités diplomatiques. Li Hongzhang l'a envoyé à plusieurs reprises, notamment lors des pourparlers en 1895 avec les Japonais. Et pour vous dire l'importance de ce personnage, en 1896, il a reçu de l'impératrice douairière Cixi une distinction qui est le chapeau honorifique des mandarins, et c'est le chapeau de premier rang de couleur rouge avec un rubis sur le dessus. Et vous voyez donc cette scène qui a été immortalisée par cette peinture. C'est une peinture que l'on trouve encore à Tianjin dans l'Astor Hotel, qu'on va évoquer dans un instant. Alors à Tianjin, les deux hommes, Li Hongzhang et Gustav Detring, vont mener une véritable action de modernisation. Dans les années 1880-1890,
Tianjin va vraiment être ce qu'on a appelé un laboratoire d'expérimentation, de projets de modernisation. On voit apparaître le pétrole, le gaz, l'électricité pour l'éclairage. Et Li Hongzhang va aussi participer à la création de la première compagnie de chemin de fer de Tianjin. Donc là, on le voit sur un tronçon de la première ligne qui relie Tianjin à Tangshan. Il a créé aussi une académie militaire pour pouvoir former les militaires chinois. Il a vraiment totalement réformé l'armée chinoise. Et pour cette modernisation de l'armée chinoise, il a bénéficié de l'aide de conseillers, notamment allemands. Et on peut voir sur la photo du dessus, vous voyez que derrière Li Hongzhang, qui est assis, tout au fond, il y a deux personnages debout. À gauche, il s'agit de Gustav von Detring et à droite, il s'agit de Constantin von Anneken. Pardon, je ne suis pas germanophone. J'écorche sûrement les noms. Et pour la petite histoire, Constantin von Anneken était le gendre de Gustav von Detring, puisqu'il a épousé sa fille aînée. Il y avait aussi des stratégies familiales entre ces grandes familles. Donc, pour résumer l'influence de Detring, il y a un article qui a été publié quelques jours après sa mort et qui disait que il occupait une place si unique et prépondérante en Chine du Nord qu'il est impossible de penser à Tianjin sans penser à lui. C'est pour vous dire le rôle et la place qu'il occupait. Alors, parmi les constructions emblématiques qui ont été réalisées sous son impulsion, on peut d'abord citer le champ de course hippique. Alors, ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, c'est sa villa, parce que en 1886, il a demandé à son grand ami Li Hongzhang l'autorisation de construire une villa que vous voyez ici, donc une vue extérieure et intérieure, et à côté, un champ de course hippique. Pourquoi il a demandé l'autorisation à Li Hongzhang? Parce que cette villa et ce champ de course hippique se trouvent à l'extérieur de la concession britannique, au sud-ouest de la concession britannique. Et pour vous dire, pour la petite anecdote, la première route qui a été construite dans le quartier des concessions, c'était une route de cailloux, elle passait devant la villa de Detring. Bon, pour vous dire le rôle du personnage. Alors, ce champ de course hippique, il a constitué un lieu majeur de la ville qui réunissait des habitants de toute nationalité. Alors, vous pouvez voir ici des scènes qui ont été photographiées par un militaire français dans les années 30. Et il y avait en hiver, juste à côté, une patinoire. C'est ce que vous pouvez voir sur la photographie en bas à gauche. Donc, c'était un vrai lieu de sociabilité. Je vous ai également ici mis ce film qui a été pris par ce même militaire français, donc au début des années 30, et qui montre bien, voyez, l'effervescence, l'activité autour de ce champ de course hippique. Qui a été une activité à la fois sportive, mais aussi et surtout une activité sociale qui s'intégrait dans la vie mondaine de l'époque, où le paraître était particulièrement important. Donc, c'était un lieu qui était, on peut dire, semi-sportif, semi-mondain. Alors, comme je l'ai dit, cette villa de Detring et ce champ de course hippique se trouvaient à l'extérieur de la concession et très vite, d'autres résidences ont été construites autour et cela a formé un quartier qui s'est beaucoup développé, alors surtout en quartier résidentiel. Et dans les années 1920-1930, c'était le quartier résidentiel chic où vivaient les familles riches, alors plutôt en majorité britanniques et allemandes. Alors on a un témoignage sur ce quartier
un témoignage qui vient de Jacqueline Dubois, qui est une Française d'origine russe, qui avait fui le communisme à l'âge de 9 ans pour s'installer à Tianjin au début des années 30. Et dans son ouvrage, elle raconte sa jeunesse à Tianjin et elle décrit notamment ce quartier résidentiel autour donc de la villa de Detring et du champ de course hippique. Elle parle du quartier le plus aéré, le plus résidentiel de la ville, avec des maisons belles et spacieuses, cachées derrière des cyprès, des ifs et des saules pleureurs, comptant plusieurs salons, des bibliothèques, des salles à manger, des chambres à coucher, des salles de bain, des vérandas et les logements des domestiques. Hein, donc des demeures particulièrement luxueuses, dont on a aujourd'hui aucune trace, hein, qui ont disparu, y compris le champ de course hippique. Alors, vous voyez sur cette carte l'emplacement, ce sera plus simple hein, pour visualiser. Vous avez la concession britannique donc, qui est au nord, et puis vous pouvez voir au sud la forme. Hein, bon, peut-être qu'on ne voit pas très distinctement, hein, je suis désolée, mais vous pouvez voir au sud la forme du champ de course hippique, donc vous voyez, qui se trouvait à l'extérieur de la concession. Alors, cette position, hein, cet emplacement du champ de course, c'est très intéressant parce que ça montre toute la stratégie en fait de ces concessions. Moi, ce que j'appelle la stratégie du grignotage progressif. Hein. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres villes, hein, comme par exemple à Shanghai avec les routes extérieures. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à construire des infrastructures à l'extérieur des concessions, petit à petit, on revendique ensuite un droit de police, un droit d'administration hein, sur ces territoires. Et c'est ce qui va se passer hein, pour ce quartier, puisqu'il ne fait pas partie officiellement de la concession britannique, mais comme il est habité essentiellement par des étrangers britanniques, allemands et administré par les Britanniques, hein, qui ont aussi installé une police, eh bien, il va être de fait ce quartier reconnu comme britannique. Hein. Et de cette manière, les Britanniques vont étendre leurs concessions. Donc vous voyez ici en marron la concession originelle dont on a parlé, hein, qui faisait 31 hectares. Puis il va y avoir une première extension jusqu'à un canal qui s'appelle le Jiangzehe, qui est aujourd'hui la rue Nantinglu. Bon, c'est pas la Nantinglu de Shanghai, hein, mais c'est la Nantinglu de Tianjin, qui est aussi une ville très importante. Et puis, il va y avoir une troisième extension, vous voyez en jaune. Alors, cette extension, elle est importante parce que c'est la plus grande superficie qui va être accordée en termes d'extension à une concession étrangère, plus de 200 hectares. Et surtout, il faut la retenir parce que c'est cette extension qui va constituer le quartier des 5 avenues dont on va parler dans un instant. Avant de parler de ce quartier, j'aimerais d'abord évoquer d'autres constructions emblématiques qui ont été réalisées notamment sous l'impulsion de Gustav von Detring. Les constructions les plus spectaculaires, elles se trouvent dans la rue Victoria. Alors vous voyez ici sur cette photo au centre ce qu'on appelait le parc Victoria. Le parc Victoria qui a été inauguré en 1887 pour le jubilé de la reine Victoria. C'était pour le 50e anniversaire de son règne. Et ce parc est complété par une construction assez spectaculaire que vous pouvez apercevoir sur la photo du haut, au fond. Cette construction qui s'appelait au départ Town Hall, qui a été rebaptisée Gordon Hall, en mémoire du général britannique Charles Gordon. Charles Gordon qui alors il est connu parce qu'on l'appelait Chinese Gordon. Il a participé notamment à la répression des Taiping. Donc il a participé à cette répression du côté des forces Qing,
Hein. Bon, ça c'est pour le côté positif. Pour le côté négatif, il a aussi participé au sac du Palais d'été en 1860. Hein. Et puis bon, il a quitté finalement la Chine en 1863. Il a fini sa carrière au Soudan. Mais pourquoi est-ce qu'il est important ici à Tianjin? Parce que c'est celui qui a délimité la concession britannique originelle. C'est lui qui a construit les premiers bâtiments, hein, les premières routes dans cette concession. Alors, c'est une construction, hein, ce Gordon Hall, qui est assez particulière, qui était de style Tudor, malheureusement qui a été fortement touché par le tremblement de terre qui a eu lieu à Tangshan en 1976, qui a été détruite. Aujourd'hui, il y a une autre construction qui malheureusement ne reproduit pas complètement hein, le style de la construction originelle et qui accueille depuis 2013 un hôtel de luxe, l'hôtel Ritz-Carlton. Et la troisième construction qui est juste à côté du parc Victoria, qui est aussi là une construction emblématique de ces premières années hein, de développement de la concession britannique, c'est l'Astor Hotel, qui est aussi l'une des plus anciennes constructions puisqu'elle date de 1863. Et c'est un bâtiment très important de point de vue diplomatique parce que il a accueilli pendant des décennies le consulat américain hein, jusqu'en 1929 et le consulat britannique tenait la plupart de ces réunions à l'intérieur de cet hôtel. Hein. Donc l'hôtel est encore en activité aujourd'hui. Hein, si vous allez à Tianjin, vous pouvez soit louer une chambre, soit y prendre un goûter pour voir un petit peu, se replonger un petit peu dans l'atmosphère de cette époque. Alors si on continue dans cette rue, hein, là on est dans la rue Victoria, on va déboucher sur ce qui était le quartier du commerce, le quartier de la finance, avec un grand nombre de banques qui se trouvaient dans cette rue Victoria. Alors, vous le voyez, je l'ai indiqué sur la carte, en fait, cette rue était assez longue, hein, elle faisait 1,8 km, et il y avait une partie de la rue dans la concession britannique, donc qu'on appelait la rue Victoria, et une autre partie de la rue, donc vous voyez à partir du trait noir que j'ai indiqué, hein, ça marque la délimitation entre la concession britannique et la concession française. L'autre partie de cette rue s'appelait la rue de France. Et dans cette rue, il y avait un grand nombre de banques hein, de plusieurs pays hein, qui étaient installées. Parmi ces banques, je vous donne simplement un exemple parce qu'il y en a beaucoup. Une banque très importante, la banque HSBC, qui a été la première banque à capitaux étrangers installée à Tianjin en 1881. Vous pouvez voir donc en haut à gauche le bâtiment de cette banque qui a été construit en 1925. C'est un bâtiment assez imposant, construit sur 3 étages, avec du granit qui a été importé de l'étranger. Donc, c'est pour vous dire que ça représentait à l'époque un coût assez faramineux. Et puis, vous voyez le style antique, hein, avec les colonnes ioniques. On trouve beaucoup de monuments, de banques qui ont ce style classique dans cette rue Victoria. Alors, le quartier qui possède les constructions les plus atypiques, ce n'est pas vraiment ce quartier commercial, mais c'est le fameux quartier des 5 avenues, hein, dont on a un petit peu parlé. Hein, je vous ai dit, donc, qui correspond à la dernière extension de la concession britannique, donc qui s'étendait sur un territoire de plus de 200 hectares. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ce quartier le quartier des 5 avenues? En fait, c'est un quartier qui compte 22 rues, mais qui est formé par 5 grandes avenues que j'ai encadrées ici en rouge. Au début, les Britanniques ont eu cette reconnaissance hein,
l'extension, au début, ils n'ont pas vraiment mis en valeur ce territoire. Le territoire est resté pendant un bon moment dans un état quasi sauvage. Et puis, pourquoi? Parce que, encore une fois, on est dans un territoire qui est quand même assez marécageux, hein, comme le territoire des concessions en général. Bon, et puis finalement, dans les années 1910, il y a eu une volonté de la part du Conseil municipal britannique de mettre en valeur ce territoire. Donc en 1918, on a adopté un projet de mise en valeur de ce quartier. Et alors l'idée, c'était d'en faire un quartier résidentiel pour les riches, hein, pour les couches supérieures de la société. Donc dans les années des années 1920 aux années 1930, là ça va être vraiment l'apogée hein, en termes de construction, la grande vague de construction de ce quartier. Ce n'est pas vraiment étonnant quand on connaît l'histoire de Tianjin parce que les années 1920-1930 correspondent à un moment de développement économique particulièrement florissant pour la ville. C'est à ce moment-là que la ville devient vraiment le moteur industriel, commercial, financier du nord de la Chine. Donc, la construction de ce quartier, elle incarne, si vous voulez, la puissance économique et sociale de Tianjin. Alors, pourquoi est-ce qu'elle incarne la puissance sociale? Parce que on va voir dans ce quartier l'installation d'un grand nombre de, alors on pourrait les qualifier de bureaucrates, de politiciens déchus, de riches hein, chinois de manière générale, qu'on appelle les Yugong. Selon des statistiques, on estime qu'environ 500 de ces riches se sont installés dans les concessions de Tianjin. Hein. Pas seulement dans ce quartier des 5 avenues, hein, mais de manière générale dans les concessions de Tianjin. Alors là, je vous ai indiqué, vous voyez les photos de deux des personnages les plus importants. D'abord, à droite, Puyi, le dernier empereur, qui lui était installé, dont la demeure était installée dans l'ancienne concession japonaise. Son père, à gauche, Tsai Feng, dont la demeure était située dans la concession britannique, mais pas dans le quartier des 5 avenues, hein, dans une autre partie de la concession. Dans la famille impériale, la seule demeure qui se trouve dans ce quartier des 5 avenues, c'est l'hôtel particulier du prince Qing, qu'il a occupé donc à partir de 1924. D'abord, il s'était réfugié à Shanghai, et puis quand Puyi a été chassé de la cité interdite, il a eu peur. Donc il est parti s'installer à Tianjin dans cet hôtel particulier, et là il s'est retiré jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il ne s'est plus mêlé de politique et donc il est décédé dans cette demeure en 1947. Cette demeure, elle a ensuite été rénovée récemment dans les années 2010, en 2010 je crois. Et elle a été en partie transformée en hôtel, donc accueillant des touristes et des séminaires d'entreprise. Outre des membres de la famille impériale, on a aussi les élites politiques, hein, et notamment les chefs du gouvernement de Peiyang. Donc, vous savez, le gouvernement de Peiyang, c'est le gouvernement qui a été mis en place après la révolution de 1911. C'était un gouvernement qui était particulièrement instable, comme on va l'évoquer dans un instant. Alors, on a ici, je vous ai indiqué les exemples de quelques présidents, des présidents les plus importants qui étaient installés aussi dans les anciennes concessions de Tianjin. Alors, vous voyez à gauche le deuxième président, Li Yuanhong, qui était installé dans la concession britannique, alors pas dans le quartier des 5 avenues, mais dans un autre quartier de la concession britannique. Son successeur aussi, Feng Guozhang, qui était installé, lui, dans la concession italienne, en face de la demeure de Yuan Shikai. Yuan Shikai avait aussi une très belle villa dans l'ancienne concession italienne. En ce qui concerne le quartier des 5 avenues, alors là, je vous ai indiqué quelques présidents. Bon,
on peut pas tous les citer, mais parmi les présidents qui avaient leur demeure dans ce quartier, il y a Xu Shechang, hein, qui s'est retiré à Tianjin en 1902 et qui avait dû démissionner, notamment sous la pression d'un autre personnage qui s'appelle Cao Kun. Cao Kun qui, lui aussi, avait plusieurs propriétés à Tianjin, hein, pas que cette propriété dans le quartier des 5 avenues, il avait au moins 4 propriétés, hein, c'était une grande fortune de Tianjin. Et puis, l'avant-dernier chef du gouvernement de Peiyang, hein, qui était Gu Weitun, qui avait aussi sa demeure, une demeure qui a été construite en 1927 hein, dans ce quartier. Alors, pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que ces personnages avaient choisi Tianjin? Parce que à l'époque, la situation politique était particulièrement instable. Bon, vous savez qu'on est dans la période des fameux seigneurs de la guerre, hein, et le gouvernement de Peiyang n'avait pas vraiment d'autorité. Bon, il avait un pouvoir qui était plus virtuel que concret. Et donc, c'est une période qui est caractérisée par des pouvoirs locaux très forts et par une instabilité ministérielle chronique. Pour vous donner un ordre d'idée, de 1912 à 1928, c'est-à-dire en 16 ans, on a eu 29 premiers ministres. Bon. Certains, parfois, qui restaient en poste quelques jours. C'est pour vous dire à quel point la situation était instable. Mais parmi ces chefs du gouvernement de Peiyang, on estime qu'un tiers a résidé à Tianjin. Et il y avait encore plus de personnages politiques, notamment parmi les seigneurs de la guerre, donc les chefs de province, hein, qui étaient aussi très nombreux à s'installer dans la ville. Alors pourquoi? Parce que Tianjin, elle offrait des conditions idéales pour eux. Des conditions, bon, non seulement ils pouvaient profiter d'une vie assez confortable, fastueuse, et surtout, ils profitaient de la sécurité. Hein, pourquoi? Parce que dans les concessions, la police, les militaires chinois n'étaient pas autorisés à entrer. Hein, ils ne pouvaient pas y entrer, ils ne pouvaient même pas les traverser. Donc, on dit souvent qu'il y avait beaucoup de complots qui se tramaient à Tianjin et qui étaient mis à exécution. Hein. Et il y a une phrase très connue qui dit que Pékin est l'avant-scène et Tianjin en est les coulisses. Beaucoup de choses se préparaient, se tramaient à Tianjin. Donc, vous voyez, ce quartier des 5 avenues, il était surtout occupé par des riches chinois. Comme je vous l'ai dit, les riches britanniques allemands, eux, étaient plutôt installés au sud hein, de la concession britannique, donc autour du champ de course hippique. Et ces riches chinois qui avaient beaucoup d'argent, qui ne comptaient pas leur argent, ils avaient la possibilité d'employer un certain nombre d'architectes, des architectes étrangers, des architectes chinois, qui ont collaboré. Alors, il y a plusieurs exemples. Là, vous voyez la photo d'un Autrichien, qui s'appelle Rolf Geiling, qui a été très influent dans les années 20. Il a créé son propre cabinet d'architecture en 1929. Et cette collaboration entre architectes étrangers et chinois a donné naissance à des caractéristiques architecturales assez atypiques. Hein, vous voyez, il y a vraiment un mélange entre ces différentes influences. Hein. Alors, on trouvait ce type de résidence dans d'autres quartiers de la ville et notamment aussi dans la concession française, dont on va à présent voir ensemble quelques édifices assez emblématiques. Hein, et on terminera donc sur cette concession française, hein, ces témoignages de la présence française. Alors d'abord, premier édifice, alors si on commence par les édifices religieux, premier édifice majeur, alors qui ne se trouve pas dans la concession française, vous le voyez sur la carte, c'est le point qui est en bleu. Vous voyez que c'est juste au nord
de la vieille ville chinoise. C'est la première église catholique qui a été construite par les Français en 1869, qui a connu un destin assez tragique puisqu'elle a été détruite à 2 reprises, à chaque fois reconstruite. Elle a été reconstruite une première fois en 1897 et une deuxième fois en 1904, après la révolte des Boxers. Et elle a été rénovée il y a quelques années. Donc c'est une église qui était encore en très bon état. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que les Français ont construit une église aussi loin de leur concession? Parce que, on l'a dit, les Français ont hérité d'un territoire qui n'était pas très accueillant. Donc au début, ils n'ont pas exploité le territoire de leur concession, ils ont préféré rester au nord de la ville chinoise et ils avaient installé à côté de la cathédrale leur consulat dans un ancien palais impérial. Ensuite, en 1870, il y a eu ce qu'on appelait le massacre de Tianjin, qui a été marqué par le meurtre du consul, également de catholiques. Et la cathédrale, le consulat ont été détruits. Donc les Français se sont repliés sur leurs concessions. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé vraiment à mettre en valeur ce territoire. Une autre cathédrale très, très importante qui existe encore aujourd'hui, qui est encore un lieu touristique majeur de la ville, c'est la cathédrale Saint-Joseph. Alors là aussi, c'est intéressant parce que, en fait, elle a été construite sur un territoire qui n'appartenait pas non plus à la concession française. Et vous voyez, on en revient à cette fameuse stratégie du grignotage progressif, puisque la cathédrale, elle se trouve à l'ouest, dans un territoire qu'on appelait la Rosicraie, que les Français ont convoité pendant de très nombreuses années, dans lequel ils ont construit un certain nombre d'édifices, d'infrastructures, mais cette extension n'a jamais été officiellement reconnue. Cette cathédrale, elle a été construite à partir de 1915 et elle a été achevée en 1916. Bon, selon les témoignages que j'ai eus, la construction a été assez bâclée, apparemment, parce que on était dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et donc on n'a pas eu tous les matériaux nécessaires. Donc on a, par exemple, on a remplacé la pierre par du ciment. On a remplacé les vitraux par des verres blancs. On faisait avec ce qu'on pouvait, les moyens de l'époque. Alors, ensuite, deuxième type de lieux, de monuments, ce sont les lieux administratifs, politiques. Alors ici, vous pouvez voir le consulat, l'ancien consulat de France. Alors en fait, il y a eu 3 consulats de France à Tianjin. Il y a eu le premier qu'on a évoqué, qui était au nord, qui a été détruit. Un deuxième qui se trouvait à peu près au même emplacement que ce 3e consulat, qui a été construit donc en 1923. Qui existe encore aujourd'hui, malheureusement, qui a été laissé à l'abandon. Bon, alors apparemment, la municipalité de Tianjin aurait le projet de le rénover, mais bon, ce n'est pas encore, les travaux en tout cas n'ont pas encore été lancés à ma connaissance. Juste à côté de ce consulat, il y a encore, puisque cet édifice existe aujourd'hui, l'ancienne municipalité française. Donc c'est là où se réunissait le conseil municipal qui administrait la concession, donc qui était présidé par le consul. C'est une construction très imposante, de style néoclassique, qui a été édifiée en 1931. Aujourd'hui, elle abrite le bureau, un bureau culturel de la culture, de la radio, du cinéma de Tianjin. Et vous pouvez voir donc à droite le monument actuel et en dessous vous pouvez voir des vues intérieures, puisque j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette municipalité et de prendre quelques photos en cachette. Mais c'est très intéressant parce que la décoration a été vraiment préservée, donc on voit le style français. Ensuite, 3e type de lieux emblématiques, les lieux éducatifs. Alors on va évoquer un seul exemple.
bien sûr, il y avait un certain nombre d'écoles dans la concession française, surtout des institutions religieuses. L'exemple que j'ai retenu, parce que le monument a été préservé, qu'il est encore très, très connu aujourd'hui, c'est l'ancien Institut des hautes études industrielles et commerciales, qui a été édifié en 1923, fondé par les jésuites. C'était un institut pour former les élites chinoises, des administrateurs, des médecins, des scientifiques. Et c'est aujourd'hui l'université des langues étrangères de Tianjin. Alors, cet institut ne se trouve pas dans la concession française non plus, il se trouve juste à l'extérieur de la concession britannique, en face du quartier des 5 avenues qu'on a évoqué. Et ce qui est intéressant avec cet institut, quelque chose qui est peut-être moins connu, c'est qu'il abritait un musée qui est sans doute le premier musée d'histoire naturelle de Chine, qui a été fondé par Émile Licent. Émile Licent qui est arrivé à Tianjin en 1914 et qui a joué un rôle majeur dans le domaine archéologique, dans le domaine paléontologique, avec notamment en collaboration avec Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un autre grand paléontologue. Émile Licent, il a parcouru la Chine du Nord pendant des décennies. Il a collecté un grand nombre de fossiles qu'il a ensuite rassemblés dans ce musée qui a été édifié en 1922 et qui a été ouvert au public en 1924. Émile Licent, il a quitté la Chine ensuite, donc dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et c'était Teilhard de Chardin qui s'est occupé du transfert des collections de ce musée vers Pékin. C'est ce qui va donner naissance à l'Institut de géobiologie à Pékin. Mais le musée en tant que tel n'existe plus. On peut simplement voir le fronton, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de collection à l'intérieur. Enfin, dernier type de lieu, j'aimerais évoquer à la fois les infrastructures et puis les lieux de détente. Alors, dans le domaine des infrastructures, sans doute la réalisation la plus notable des Français, c'est le fameux pont international qui enjambe le Haihe, qui relie la concession française à la principale gare de Tianjin. Alors, il faut savoir que il y a eu un premier pont international qui a été construit en 1904. Le problème, c'est que c'était un pont qui avait un système en fait de pivotement, donc qui tournait. Et qui n'était pas très pratique, qui ne pouvait pas laisser passer des gros bateaux à vapeur. Donc, dans les années 20, compte tenu du développement économique, développement commercial de la ville, on a envisagé de construire un nouveau pont. Et cette fois, c'est un pont qui s'ouvre. On a 2 battants qui s'ouvrent en son centre. Donc, c'est un pont qui a été construit par les Français en 1927, mais les frais de construction et les frais d'entretien ont été partagés entre les différentes concessions et également le gouvernement chinois, la compagnie des tramways aussi, et les chemins de fer de Pékin et de Tianjin. C'est pour ça qu'on l'appelle le pont international. Parfois, on le surnommait le pont français ou même le pont Eiffel. Aujourd'hui, il s'appelle le pont de la Libération. Le pont de la Libération, pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit que les armées communistes se sont rejointes sous la direction de Lin Biao, et donc c'est associé à la Libération. Enfin, dernier lieu que je souhaiterais évoquer concernant les... Alors, j'arrive plus à passer... Ouais. Juste à la suivante. C'est bientôt terminé. Là, c'est le dernier lieu de détente qui était le jardin français. Ça ne marche pas ? Est-ce que tu as essayé ? Ça marche. Ah, voilà. Ah, parfait. Merci. Qui était l'ancien jardin français.
Alors, ce jardin, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, il a été construit en 1922, de 1917 à 1922, et il a été construit à l'emplacement d'un ancien jardin, un premier jardin, qui a été construit en 1880. Là encore, à l'époque, quand il a été construit en 1880, c'était sur un territoire qui n'appartenait pas encore à la concession française. Donc, vous voyez toujours cette stratégie d'occupation informelle du territoire. C'est un jardin qui a donc une forme assez atypique, qui est entouré de résidences aussi à l'architecture unique, qui rappelle un petit peu l'architecture du quartier des 5 avenues qu'on a évoqué, dans lesquelles résidaient également de riches Chinois. Et aujourd'hui, donc, il est connu sous le nom de Parc Central, Zhongxin Gongyuan. Alors, je souhaiterais conclure en disant quelques mots sur la politique de préservation et de rénovation de ce patrimoine qu'on a évoqué. Alors, à partir des années 1990, il y a des organismes, des mesures qui ont commencé à être mises en place à Tianjin pour prendre en main la gestion de ce patrimoine, de ces monuments historiques, ce qui a abouti en 2005 à la ratification, la promulgation d'un premier règlement, qui est le règlement de protection des monuments historiques de Tianjin, qui est le premier règlement en Chine de cette nature, c'est-à-dire qui essaie de tenir compte des caractéristiques vraiment architecturales, historiques de la ville. Et puis ensuite, il y a plusieurs comités, plusieurs entreprises qui ont été associées pour mettre en œuvre concrètement des projets de rénovation. Et le premier projet de rénovation qui a été mené, c'est, comme vous pouvez le voir sur cette photo, celui de l'ancienne demeure de Puyi, le dernier empereur qu'on a évoqué tout à l'heure, une demeure qu'il a habité donc de 1929 à 1931 et qui a été finalement restaurée en 2007. Ça a été un travail qui a été très sérieusement mené parce que ça a été mené conjointement par des historiens, des architectes qui ont essayé de tenir compte des spécificités du lieu, des techniques, des matériaux d'origine. Donc aujourd'hui, c'est un musée que l'on peut visiter et qui est très agréable. Et ce qui est important aussi avec cette première expérience, c'est que elle a servi de modèle ensuite à d'autres projets de rénovation. On évoquait tout à l'heure l'hôtel particulier du prince Qing, donc qui a été rénové en 2010. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 750 monuments de ce quartier des anciennes concessions qui ont été préservés. Et parmi ces 750 monuments, il y en a plus de 400 qui se trouvent dans le fameux quartier des 5 avenues dont on a parlé. Donc, évidemment, il y a eu aussi beaucoup de destruction, mais je dirais que Tianjin, par rapport à d'autres ports ouverts, c'est sans doute l'une des villes qui a quand même le mieux préservé ce patrimoine. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette conférence. Je vous remercie de votre attention et j'espère échanger avec vous si vous avez des questions. Merci beaucoup Fleur pour cette présentation. Je pense qu'on peut t'applaudir pour la qualité parce que j'ai rencontré beaucoup de choses. Absolument. On va passer aux questions. Si vous avez des questions ici dans la salle, n'hésitez pas à les poser. Fleur se fera un plaisir de répondre. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok. Non. Michel? Y a-t-il des questions dans le public qui est en ligne? Non, on n'a pas de pas, on les questions voit, par en contre. ligne et ni sur place. Oui. Voilà, on pense qu'on pourra poser des D'accord. questions autour du cocktail ici après avec. Ce sera plus facile pour les gens. Bon, Mais je crois d'accord. que vous vouliez intervenir un peu aussi en fin de présentation.
Oui, bah écoutez, Fleur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Oui. Parce que je ne le vois pas. On voit pas votre caméra non Merci. plus. Je crois que votre caméra est éteinte. Je n'arrive pas à passer à la Ah, il slide faut remettre. suivante, pardon. C'est bon, ça remonte. Non. On va Eh remettre les bien, slides. Ouais. Et passer à la slide après. oui, effectivement, je n'arrive pas à remettre ma caméra. Donc, Non, la start suivante. vidéo. Ouais, la suivante. Il y en a La une après. suivante. Bon, écoutez, Non. Oui, je crois que c'est ça. celle-ci. C'est la Michel, slide On va sur rester sur le celle-ci. club de recherche. Oui, Fleur, c'est bon? Oui. Merci, hein. Merci pour cette magnifique présentation. Encore une fois, vous nous avez ravis avec votre connaissance de l'histoire de Tianjin. Donc, notre prochain événement, c'est le Club Recherche qui aura lieu le lundi 26 septembre. Donc là, on y parlera vitro avec Marta Kaminska, qui est aussi un docteur S-Beaux-Arts, et avec qui on va essayer de construire un projet pour identifier et recenser tous les vitraux d'une partie de Shanghai. Donc c'est un gros travail et là on va appeler nos adhérents à nous aider un petit peu à la façon d'une recherche au trésor, enfin c'est un petit peu plus sérieux, mais ça sera un petit peu ce principe-là. Ensuite, on aura un autre sujet, c'est l'utilisation des jetons comme monnaie d'échange dans l'ancien Shanghai. Donc un autre sujet. Et le dernier, c'est Charles Grosbois que Christophe évoquera pour nous. Voilà, sinon, je vous encourage à lire le magnifique reportage qu'a écrit Antoine Oustrin, à qui aussi on doit cette conférence de ce soir, on ne va quand même pas l'oublier. Il est quelque part en France, on le salue. Voilà, lisez son très bel article sur les tombes du cimetière français de Chengfuzi à Pékin. En ce qui me concerne, j'ai terminé. S'il n'y a pas de questions, je vous invite à vous rendre au cocktail pour tous ceux qui se trouvent à Pékin. David, as-tu quelque chose à ajouter? David? Non, je crois qu'il m'a dit que c'était bon pour lui. Oui, exact. Non, non, voilà, je vais profiter David. du cocktail à Pékin. Merci. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, oui. 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 Voilà, je vous disais, voilà, ne vous embêtez pas avec mon intervention. Merci à tous, merci à Fleur, Merci à tous. aux organisateurs, à Antoine qui était derrière, mais malheureusement qui n'est plus là. Merci à Morgane pour l'organisation et puis à très bientôt pour de nouveaux événements de la Société d'Histoire. Merci David. À Au bientôt. revoir. À bientôt.